Donc la soirée va comporter 3 temps. Un premier temps où les premières spécialités vont démarrer. Ensuite, on fermera le rideau pour quelques instants, le temps que les premières nettoient le plateau, préparent. Et on enchaînera directement avec les terminales de spécialité qui vous présenteront quelques extraits du Soulier de satin de Paul Claudel. Et ensuite, il y aura un entracte de 10 minutes. Et puis, nous reprendrons avec la thématique des femmes chez Molière. Voilà, donc on a été accompagné donc, cette année, donc, comme l'a dit Claudine, par des comédiens, par des comédiennes, des artistes. Et donc, ils ont été coordonnés par la passerelle. Et donc, on a Elisabeth Millet aussi, qui est coordinatrice, qui est présente ce soir. Et donc, dans l'année, on travaille aussi, bien sûr, sur des spectacles que l'on va voir et qui ont permis aussi d'enrichir le jeu des élèves, même si cette année encore, ça a été un petit peu compliqué. Voilà. Passez une bonne soirée. Il n'y a pas impossibilité complète que la pièce soit jouée un jour ou l'autre. D'ici 10 ou 20 ans, autant commencer par ces quelques directions scéniques. Il est essentiel que les tableaux se suivent. Sur la moindre interruption. Dans le fond, une toile négligemment barbouillée ou aucune. Les machinistes feront les quelques aménagements nécessaires. Sous les yeux même du public, pendant que l'action suit son cours. Au besoin, rien n'empêchera les artistes de donner un coup de main. Les acteurs de chaque scène apparaîtront avant que ceux de la scène précédente aient fini de parler et se livreront aussitôt, entre eux, à leur petit travail préparatoire. Les indications de scène, quand on y pensera et que cela ne gênera pas le mouvement, seront ou bien affichés ou lus par le régisseur. ou les acteurs eux-mêmes, qui tireront de leur poche ou se passeront de l'un à l'autre les papiers nécessaires. S'ils se trompent, ça ne fait rien. Un bout de corde qui pend, une toile de fond mal tirée, laissant apparaître un mur blanc, devant lequel passe et repasse le personnel sera du meilleur effet. Il faut que tout ait l'air provisoire, en marche, bâclé, Incohérent, Improvisé dans l'enthousiasme, avec des réussites. si possible de temps en temps. Car même dans le désordre, il faut éviter la monotonie. l'ordre et le plaisir de la raison, et le désordre et le délice de l'imagination. Le soulier de satin, où le pire n'est pas toujours sûr. Action espagnole en 4 journées. Première journée, coup bref de trompette. La scène de ce drame est le monde, et plus spécialement l'Espagne, à la fin du XVIe, à moins que ce ne soit au commencement du XVIIe. L'auteur s'est permis de comprimer les lieux et les époques, de même qu'à la distance voulue. Plusieurs lignes de montagnes séparées ne forment qu'un seul horizon. Encore un petit coup de trompette. Coup prolongé de sifflet, comme pour la manœuvre d'un bateau. Le rideau se lève. La façade d'une maison noble en Espagne. Première heure de la matinée. Un jardin rempli d'orangers. Une petite fontaine de faïence bleue sous les arbres. Don Balthazar. Doña Puez. Madame, puisqu'il a plu à votre époux, par une inspiration subite, de me confier le commandement de votre seigneurie hautement respectée, il m'a paru nécessaire, avant de partir, de vous donner communication des clauses qui doivent régler notre entretien. Je vous écoute avec soumission. Oh, comme je voudrais être encore à la retraite de Breda. Oui, plutôt que le commandement d'une jolie femme, je préfère celui d'une troupe débandée de mercenaires, sans pain, que l'on conduit à travers un pays de petits bois vers un horizon de potence. Ne vous désolez pas, Seigneur. Donnez-moi ce papier, je vois tout près dans votre main. Lisez-le, et veuillez y mettre votre sein à la marque que j'ai faite. Oui, je me suis senti tout soulagé depuis que j'ai couché ainsi mes ordres sur ce papier. C'est lui qui nous commandera à tous, désormais, moi le premier. Vous y trouverez toutes choses bien indiquées, les étables, les heures de départ et des repas.
Et aussi ces moments où vous aurez permission à m'entretenir, car je sais qu'on ne saurait condamner les femmes au silence. Alors je vous raconterai mes campagnes, les origines de ma famille, les mœurs de la Flandre, mon pays. Moi aussi, n'aurais-je pas licence de dire un mot parfois? Sirène, je ne vous ai prêté déjà les oreilles que trop. Est-il si désagréable de penser que pendant quelques jours, ma vie ou mon sort ne seront pas moindres pour vous que votre propre vie, et qu'étroitement associés, vous sentirez bien à chaque minute que j'ai pour vous seul, défenseur? Je le jure, on ne vous tirera pas d'entre mes mains. Pourquoi essayerais-je de fuir alors que vous me conduisez précisément là où je voulais aller? Et ce que j'avais refusé, c'est votre époux qui me l'enjoint. Et si vous m'aviez refusé, je serais partie seule. Oui, j'aurais trouvé quelques moyens. Donnez à merveille, je suis fâché d'entendre ainsi parler la fille de votre père. Était-ce un homme qu'on avait l'habitude de contrarier dans ses desseins? Non. Pauvre comte. Ah, quel ami j'ai perdu. Je me ressens encore de ce grand coup d'épée qu'il me fournit au travers du corps un matin de carnaval. C'est ainsi que commença notre fraternité. Il me semble que je le revois quand je vois vos yeux. Vous y étiez déjà. Je ferais mieux de ne pas vous dire que j'ai envoyé cette lettre. Une lettre à qui? À Don Rodrigue, pour qu'il vienne me retrouver à cette auberge précisément où vous allez me conduire. Avez-vous fait cette folie? Et si je n'avais pas profité de cette occasion inouïe, ou de cette gitane qui gagnait directement à Villa, où je ne sais quelle est la résidence de ce cavalier, n'aurait-ce pas été un péché, comme disent les Italiens? Ne blasphémez pas, et veuillez ne pas me regarder ainsi, je vous prie, fille. N'avez-vous donc point vergogne de votre conduite? Et aucune crainte de Don Pélage? Que ferait-il s'il venait à l'apprendre? Il me tuerait. Nul doute. Sans hâte comme il fait tout après avoir pris le temps de considérer. Aucune crainte de Dieu? Je ne jure que je voulais point faire de mal. C'est pourquoi je vous ai tout dit. Ce fut dur de vous ouvrir mon cœur, et je crains que vous n'ayez rien compris. Rien que ma bonne affection pour vous. Tant pis. C'est vous qui êtes responsable et chargé de me défendre. Il faut m'aider, prouesse. Ce serait trop facile. Je ne cherche point d'occasion. J'attends qu'elle vienne me trouver. Je vous ai loyalement averti. La campagne s'ouvre. C'est vous qui êtes mon défenseur. Et tout ce que je pourrais faire pour vous échapper et rejoindre Rodrigue, je vous donne avertissement que je le ferai. Vous voulez cette chose détestable? Ce n'est pour vouloir que prévoir. Vous voyez, je me défie tellement de ma liberté que je l'ai remise entre vos mains. Le roi. Le roi d'Espagne, entouré de sa cour, dans la grande salle du palais de Belém, qui domine l'estuaire du Tage. Lui, c'est quelque chose d'absolument neuf qui lui surgit à la proue de son bateau. Un monde de feu et de neige, à la rencontre de nos enseignes, détachant une escadre de volcans. L'Amérique, comme une immense corne d'abondance. Je dis, ce calice de silence, ce fragment d'étoile, cet énorme quartier du paradis, le flanc penché au travers d'un océan de délices. Ah, que le ciel me pardonne. Mais quand parfois, comme aujourd'hui, des bords de cet estuaire, je vois le soleil m'inviter d'un long tapis déroulé à ces régions qui me sont éternellement disjointes. L'Espagne, cette épouse dont je porte l'anneau, mais peu à côté de cet esclave sombre, de cette femelle au flanc de cuivre qu'on a enchaînée pour moi, là-bas, dans les régions de la nuit. Grâce à toi, fils de la colombe, mon royaume est devenu semblable au cœur de l'homme. Alors qu'une part, ici, accompagne sa présence corporelle, l'autre a trouvé sa demeure outre la mer. Il a mouillé ses ancres, pour toujours, en cette part du monde qu'éclairaient d'autres étoiles. Celui-là ne pouvait se tromper qui prend le soleil pour guide.
Et cette plage du monde que les savants jadis abandonnèrent à l'illusion et à la folie, c'est d'elle, maintenant, que mon échiquier tire tout l'or vital qui anime ici toute la machine de l'État et qui fait pousser, plus dru que l'herbe, en mai, les lances de mes escadrons. La mer a abandonné ses terreurs pour nous et ne conserve que ses merveilles. Oui, ce large flot mouvant, suffisant mal à déranger la large route d'or qui relie l'une et l'autre Castille. Par où se hâtent, allant et revenant à la double file, mes bateaux à la peine, qui me portent là-bas, mes prêtres et mes guerriers, et me rapportent ces trésors païens enfantés par le soleil, qui, au milieu de sa course, entre deux océans, se tient immobile un moment, en une solennelle hésitation. Dans l'auberge du jardin de X. Où il est, je ne cesse d'être avec lui. C'est moi, pendant qu'il travaille, le murmure de cette pieuse fontaine. C'est moi, 1000 villages de toutes parts dans les fruits, qui n'a plus rien à redouter du brigand et de l'exacteur. C'est moi, petite, oui, cette joie stupide sur son vilain visage, la justice dans son cœur, ce réjouissement sur sa face. Il n'y a rien pourquoi l'homme soit moins fait que le bonheur, et dont il se lasse aussi vite. Est-il fait pour la souffrance? Si la demande pourquoi la lui refuser. Comment souffrir quand vous êtes là? Qui vous regarde, oublie de vivre et de mourir. Il n'est pas là. Donc, il y a quelqu'un, sœur chérie, dont l'absence ne cesse de vous accompagner? Ah, petite sœur, vous êtes trop hardie, silence! Qui oserait lever les yeux sur Prouaise? Qui saurait les en arracher? Qui troublerait son cœur? Une voix seule au monde, et qui parle tout bas. L'intérieur est sacrement dissolu. Voudriez-vous qu'elle se tue? Ah, je ne vis que par elle! L'aimez-vous à ce point? Qu'ose-tu dire? Non, je ne l'aime aucunement. Regrettez-vous ce temps où vous ne la connaissez pas? Maintenant, je vis pour lui. Comment? Quand votre visage lui est pour toujours interdit? Ma souffrance ne l'est pas. Ne voulez-vous pas son bonheur? Je veux qu'il souffre aussi. Il souffre, en effet. Jamais assez. Il appelle. Ne lui répondrez-vous pas? Je ne suis pas une voix pour lui. Qu'êtes-vous donc? Une épée au travers de son cœur. Dans le ravin profond qui entoure l'auberge, plein de ronces, de lianes et d'arbustes entremêlés. Sur le bord se tient l'ange gardien, en costume de l'époque, avec la fraise et l'épée de côté. Et ici, nous avons Donia Prouaise. Regardez-la, qui se démène au milieu des épines et des lianes entremêlées, glissant, rampant, se rattrapant des ongles et des genoux, essayant de gravir cette pente abrupte. Et ce qu'il y a dans ce cœur désespéré, qui prétend que les anges ne peuvent pas pleurer. Ne suis-je pas une créature comme elle? Est-ce que les créatures de Dieu ne sont rattachées par aucun lien? Est-ce qu'elle est étrangère à cet amour et à cette justice dont nous sommes les ministres? À quoi servirait-il d'être un ange gardien si nous ne la comprenions pas? Qui pleinement voit le bien, celui-là seul pleinement comprend ce qu'est le mal. Eux ne savent ce qu'il faut. Et moi, est-ce que j'aurais été choisie pour la garder sans une secrète parenté avec elle? Enfin, elle est tout de même venue à bout de ses ronces et de ses épines charitables qui voulaient la retenir. La voici, qui apparaît sur le rebord du fossé. Oui,
Tu es belle, ma pauvre enfant, avec ses cheveux défaits dans ce costume indécent, les joues couvertes de perles de sang. Ah, tu me fais honneur. Et j'ai plaisir à montrer ainsi ma pauvre petite sœur. Si seulement il n'y avait personne pour nous voir. Je suis seule. Elle dit qu'elle est seule. Je suis libre. Nous voulions... hélas. Rien ne m'a retenue. Nous voulions d'autre prison pour toi que l'honneur. Il fallait mieux me garder. J'ai été loyale. J'ai donné avertissement à Don Balthazar. Il va payer ta fuite de sa vie. Rodrigue va mourir. Il est encore temps de perdre son âme. Rodrigue va mourir. Il vit! Il vit. Quelqu'un me dit qu'il vit encore. Il est encore temps que je l'empêche de mourir avec mon visage. Ce n'est point l'amour de prouesse qui l'empêchera de mourir. Du moins, je puis mourir avec lui. Écoutez, avec quelle horrible facilité elle parle de déposer cette âme qui ne lui appartient pas et qui lui a coûté tant de peine à faire et à racheter. Il n'y a que Rodrigue au monde. Essaye donc de le rejoindre. Ah, je meurs. Ah, l'effort a été trop grand. J'ai cru que je ne réussirais jamais à sortir de cet horrible fossé. Il me serait facile de te maintenir ici si je le voulais. Rodrigue m'appelle. Porte-lui donc ce cœur où mon pied s'est posé. Il le faut. Vois où tu vas m'amener. Debout, prouesse. Je regarde Dieu. Rodrigue! Hélas, j'entends une autre voix dans le feu qui dit « Prouesse !» Ah, que le chemin est long. Jusqu'au buisson là-bas. Il était encore plus long jusqu'au calvaire. Il n'y a que Rodrigue au monde. On ne notera pas cette idée de cette petite tête stupide. En marche. En marche! Rodrigue, je suis à toi, fois que j'ai brisé ce lien si dur. Rodrigue, je suis à toi. Rodrigue, je vais à toi. Et moi, je t'accompagne. Deuxième journée. Allons, maintenant, le public s'impatiente, plus vite, je vous prie. Ouh, presto, enlevez-moi ça, débarrassez le plancher. Manon est bien théâtre. J'aurais dû attendre mon costume, mais je n'ai pas eu la patience de moisir dans cette loge où l'auteur me tient calfeutré. 20 fois, j'ai paru à la porte, et c'est toujours pour un autre que moi. Alors je reste là, à galoper sur place, ma chaise devant la glace. On se défie de mon ardeur. Je mène les choses trop vite. Mais en 2 foulées, nous serions au but, et le public serait trop content. L'auteur me tient en réserve, un encas si je puis dire, avec tout un peuple de figurants qui font un grand bruit de pieds dans les greniers de son imagination et dont vous ne verrez jamais la figure. Mais moi, on ne me contient pas si facilement. Je suis comme un gaz qui fuit par-dessus la porte et détonne au milieu de la pièce. Attention, ça va marcher. Je m'envole sur mon baiser magique. Nous ne sommes plus à Cadix. Nous sommes dans la Sierra quelque chose. Dans une de ces belles forêts qui ont fait la célébrité de la Catalogne. Un pic. C'est là qu'est le château de Don Rodrigue. Don Rodrigue est ici, fort mal en point. Sa blessure le chatouille. Je crois bien qu'il va crever. Je me trompe, il guérirait ou la vie serait finie. Je vous présente la maman de Don Rodrigue. Restez où vous êtes. Attendez que j'aille vous chercher. Sacrebleu qui vous a dit de venir. Sortez, mais sortez. La maman de Don Rodrigue. Donia, quelque chose. Honorez-vous Mathilde? Elle avait bien besoin d'une entrée. J'allais justement vous faire son portrait. C'est vexant ce qui m'arrive. C'est pour cela que je n'ai jamais pu être peintre. Mes personnages commençaient à exister tout d'un coup, avant que je leur fonde l'œil. Regardez, je dessine Donna Honoria. Eh bien, je n'y aurais pas mis ces boucles d'oreilles qu'elle commencera à me tirer la langue et qu'elle se décollera du dos cet employé, comme Marguerite du crâne de Jupiter. Quand je fais un chien, je n'ai pas achevé le derrière qui se sauve sur 3 pattes sans attendre la queue. Eh bien quoi? Vous le verrez bien vous-même tout à l'heure. Maintenant, ce n'est plus le soleil du matin. Il fait tard. Il y a un beau clapet. Attention là-haut! Descendez les bandes d'air! La RSE sur résistance, le projecteur d'avancée, côté jardin!
Maintenant que nous avons l'atmosphère douce, je vous demande la permission de vous amener Donia Prouez. Quel nom? Comme ça lui donne un petit air vraisemblable. Demain Prouez est arrivé ici dans le costume que vous avez vu il y a quelques jours. Le temps que vous voudrez. Car vous savez qu'au théâtre, nous manipulons le temps, comme un accordéon à notre plaisir. Les heures durent et les jours sont escamotés. Rien de plus facile que de faire marcher dans tous les temps de tout. À vrai dire, je crois que les nerfs de madame n'est succombé à tant d'émotions. Ce n'est pas qu'elle soit précisément dérangée, mais elle a reçu un coup, elle est fixée, ses idées ne bougent plus. Est-ce qu'elle a pu voir son amant? Pas du tout. Rodrigue est à sa mère, qui en prend soin. Elle prend soin de tous les deux. Tous deux, séparés par d'épais murs, parcourent en vain pour s'essayer les escaliers du délire. Je vais les chercher. Une salle dans le palais de l'Escurial. Mon pelage. Le roi. Vous avez vu de Rodrigue? Je l'ai vu. Prêt enfin à partir pour l'Amérique? Il est prêt si je donne l'ordre à Donia Prouez de revenir. Le conseil suffit. Laissez Donia Prouez le mérite de décider. Je le veux, ce sera Rodrigue. Je le veux, ce sera Rodrigue. En route pour son gouvernement qui sera chargé de porter ma lettre et celle que vous y joindrez. Pourquoi, Rodrigue? Craignez-vous pour la vertu de votre femme? Pourquoi cette torture inutile? Pourquoi inutile? Pourquoi essaierait de la lui épargner? Je veux qu'il revoie le visage de la femme qu'il aime encore une fois en cette vie. Je veux qu'il revoie le visage de la femme qu'il aime encore une fois en cette vie, qu'il s'en saoule et qu'il l'emporte avec lui. Qu'il se regarde une bonne fois face à face, qu'il la sache qu'il aime et qu'il est et s'en sépare par sa propre et pure volonté pour toujours et ne plus la revoir jamais. Si vous le plongez en enfer, ne craignez-vous pas qu'il y reste? Tant pis, lui-même a voulu. Je ne vois aucun moyen de l'épargner. Je veux lui fourrer dans le cœur tant de complices qu'il en est pour toute la vie. Au milieu de ce monde là-bas qui est en proie à l'autre, d'un monde à l'état de bouillonnement et de chaos, au milieu de ce monde qui est en proie à l'autre, il me faut une arme absolument incapable d'être étouffée. Il me faut un tel feu qui consume en un instant toutes les tentations comme de la paille. Nettoyer pour toujours de la cupidité et de la luxure, il me faut une telle âme. Nettoyer pour toujours de la cupidité et de la luxure. Je me plais à ce cœur qui brûle, à cet esprit dévorant, à ce griffe éternel qui ne laisse à l'esprit point de repos. Oui, s'il n'avait pas eu cet amour, il m'aurait fallu suppléer par moi-même, par quelque grande injustice. Un autre que moi pourrait vous dire, mais quoi s'il succombe? S'il succombe, eh bien ce n'était pas l'homme qu'il me fallait, et j'en trouverai un autre. Pour tant de travail et de souffrance, quelle sera la récompense que vous lui réservez? Mon fils, ça sera la seule qui l'attende et qui soit digne de lui, l'ingratitude. Que Rodrigue parte, donc. Comme votre majesté m'y invite, je serai joindre ma lettre à la sienne. Pardonnez-moi cette épreuve à laquelle je suis forcé de mettre Donia Prouez. Sire, je ne crains rien pour elle. Mais du moins vous allez revoir Donia Prouez. Je ne reverrai pas Donia Prouez dans cette vie. Quoi, pensez-vous qu'elle n'oblige pas ce conseil que nous-mêmes et lui avec vous lui donnons et que Rodrigue lui porte? Oui, je le pense. Cet exil a-t-il pour elle tant de charme? Un exil, du moins, qui l'éloigne de moi. Mais Rodrigue s'en va de son côté. Tant pis. Elle a trouvé son destin et son destin l'a trouvé. Qu'il a ainsi connu une fois ne s'en sépare pas si aisément. Cette adjonction est notre peu secret des ailes de la destinée.
d'une batterie dans la forteresse de Mogador. Don Camille, cousin de Don Pélage, a proposé à Donia Prouès de s'enfuir avec lui. J'ai achevé de vous montrer ma petite installation. Ceci est une batterie que j'ai construite et qui commande la barre, armée de quelques nombreux verres que je me suis permis d'emprunter à un bâtiment de Monsieur le Roi, malheureusement perdu à la fin. J'ai été méprise sur la signification de mes feux, changés par un hasard funeste depuis 2 jours sans qu'il en fût avec. Je vous ai écouté avec intérêt. J'aime mon nouveau ménage, mais je dois dire que j'ai déjà tout vu. Et qui s'est permis de vous montrer la maison avant moi? Votre lieutenant, Don Sébastien, sur mon ordre. Fort bien. Excellente discipline que de s'adresser au lieutenant par-dessus la tête du capitaine. De par le roi, il n'y a assez d'autres capitaines et gouverneurs que moi. Cela me chatouille de vous entendre parler ainsi, monsieur le gouverneur. Quand je pense que vous êtes dans le creux de ma main, m'y suis-je pas mise moi-même? Ai-je montré que j'avais peur de vous? Ai-je amené avec moi un seul mousquet, un seul homme d'âme? Rien que ma camériste. C'est vrai, vous avez été fidèle à notre rendez-vous. Don Pélage et sa majesté ont bien montré que pour venir à bout de Don Camille, il n'y avait besoin que d'une femme. Toutefois, je refermerai ma main quand je voudrais. Vous ne pourrez pas avant que je ne veuille. Je puis vous embarquer sur votre petit bateau et montrer que vous avez peur de moi. Vous déclarez contre votre souverain. Montrez vos cartes et vous privez de tout à tout dans les petits trafics et négociations que je connais. Me livrer à Don Rodrigue là-bas en mer qui m'attend. Je vais vous mettre en prison. Vous ne pouvez pas. N'êtes-vous pas en mon pouvoir? C'est vous qui êtes dans le mien. Quelle est cette plaisanterie? Je dis qu'il ne tient qu'à moi de faire passer la nuit dans votre plus profonde citerne. Vous avez acquis ce pouvoir en 2 jours. 2 jours sont beaucoup pour une femme au milieu de tous ces hommes simples. Je vous livrerai à eux. Chacun d'eux me défend contre tous les autres. J'ai des amis hors de cette forteresse. En me livrant, c'est vous que vous livrerez. Oui, ma citerne. Patientez. J'ai encore besoin de vous. Et cela m'amuse de faire de vous ce que je veux. Cela m'amuse aussi. Et pour compléter mon bonheur, je n'ai qu'à regarder le fidèle Rodrigue qui monte sa faction au milieu de la mer. Comme son bateau paraît petit. Un tout petit pan blanc. Venez, on ne peut regarder longtemps sans envie ce gouffre de feu. Un tout petit pan blanc. L'ombre double d'un homme avec une femme, debout, que l'on voit projeté sur un écran au fond de la scène. Je porte accusation contre cet homme et cette femme qui, dans le pays des ombres, ont fait de moi une ombre sans maître. Car de toutes ces effigies qui défilent sur la paroi qui illumine le soleil du jour ou celui de la nuit, il n'en est pas une qui ne connaisse son auteur et ne retrace fidèlement son contour. Mais moi, de qui dira-t-on que je suis l'ombre? Non pas de cet homme ou de cette femme séparée, mais de tous les deux à la fois qui, l'un dans l'autre en moi, se sont submergés en cet être nouveau fait de noirceur informe. Car comme ce support est racine de moi-même, le long de ce mur violemment frappé par la lune, comme cet homme passé sur le chemin de garde, se rendant à la demeure qu'on lui avait assignée, l'autre partie de moi-même et son étroit vêtement, cette femme, tout à coup, commença à le précéder sans qu'il s'en aperçût. Et la reconnaissance de lui avec elle ne fut pas plus prompte que le choc aussitôt et la soudure de leurs âmes et de leur corps, sans une parole, et que mon existence sur le mur. Maintenant, je porte accusation contre cet homme et cette femme par qui j'existais une seconde seule pour ne plus finir, et par qui j'étais imprimée sur la page de l'éternité. Car ce qui a existé un jour fait partie pour toujours des archives indestructibles. Et maintenant, pourquoi ont-ils inscrit sur ce mur ce signe que Dieu leur avait défendu
ainsi créés m'ont-ils cruellement séparé, moi qui ne suis qu'un? Pourquoi ont-ils porté aux extrémités de ce monde mes deux moitiés palpitantes, comme si en moi, par un côté d'eux-mêmes, ils n'avaient pas cessé de connaître leurs limites, comme si ce n'était pas moi seul qui existe un instant, hors de la terre lisible, parmi ce battement d'ailes éperdu. La lune. Regardez-la à genoux. Cette douleur de femme ensevelie dans la lumière. Cela n'aurait pas commencé si je ne l'avais pas baisée au milieu du cœur. Cela a commencé par ces grandes larmes, pareilles, je sais, de l'agonie, qui naissent au-dessous de la pensée, au fond de l'être profondément entaillé. L'âme qui veut vomir et que le fer pénètre. Et peut-être qu'elle aurait expiré à ce premier assaut entre mes bras, si pendant l'arrêt de son cœur. Cependant, qu'un grand morceau de mer brille là-bas et qu'une petite voile blanche cingle vers cet étang de la mort, je lui avais présenté ce mot. Jamais. Jamais, prouesse. Jamais, crie-t-elle. C'est là du moins, lui et moi, une chose que nous pouvons partager. C'est jamais qu'il a appris de ma bouche dans ce baiser tout à l'heure en qui nous avons été faits un seul. Jamais, c'est là du moins une espèce d'éternité avec nous qui peut tout de suite commencer. Jamais je ne pourrai plus cesser d'être sans lui et jamais il ne pourra plus cesser d'être sans moi. Il y a quelqu'un, pour toujours de la part de Dieu, qui lui interdit la présence de mon corps parce qu'il l'aurait trop aimé. Ah, je veux lui en donner beaucoup plus. Que tiendrait-il si je lui donnais, comme si ce que je lis dans ses yeux, ce qu'il me demande pouvait avoir une fin? Ah oui, ce n'est pas assez de lui manquer. Je veux le trahir. C'est cela qu'il a appris de moi dans ce baiser tout à l'heure, où nos âmes se sont jointes. Pourquoi lui refuserais-je ce que son cœur désire? Pourquoi manquerait-il quelque chose à cette mort que je puis lui donner, puisqu'il n'attend point de moi la joie? Puisqu'il m'a épargné? Pourquoi épargnerais-je ce qu'il y a en lui de plus profond? Pourquoi lui refuserais-je ce coup que je vois dans ses yeux, qu'il attend et que je lis déjà au fond de ses yeux sans espoir? Oui, je sais qu'il ne m'épousera que sur la croix. Et nos âmes l'une à l'autre, dans la mort et dans la nuit, hors de tout motif humain. Je ne puis être son paradis, du moins, je ne puis être sa croix. Pour que son âme avec son corps y soit écartelée, je veux bien ces démarches de voie qui se traversent. Puisque je ne puis lui donner le ciel, du moins, je puis l'arracher à la terre. Moi seule est capable de lui offrir une insuffisance à la mesure de son désir. Moi seule était capable de le priver de lui-même. Il n'y a pas une région de son âme et pas une fibre de son corps dont je ne sens qu'elle est faite
à moi. Il n'y a rien dans son corps et dans cette âme qui a fait son corps que je ne sois capable de retenir avec moi pour toujours dans le sommeil de la douleur. Comme Adam, quand il vit dormir la première femme.